Bonjour à tous, il est 8h45 et pour le troisième jeudi consécutif, on se retrouve avec le CEREMA Innovabuild pour l'animation de ces webinaires destinés à vous expliquer et vous présenter les différents volets de la réglementation environnementale RE 2020. Ce matin, donc c'est le troisième volet, nous allons parler du carbone. Trois intervenants, Didier Maud qui vient de quitter l'écran, Didier Maud du CEREMA qui présentera le volet réglementaire, Romain Martin de Novabuild qui nous présentera un panorama des bâtiments performants sur le volet carbone, comme il avait pu le faire sur le volet énergétique le 16 septembre dernier, et Thomas Pellerelli qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, qui nous présentera un outil incontournable du bilan carbone, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc pour le troisième jeudi consécutif, vous êtes également très nombreux à vous être inscrits et nous en sommes ravis. Et donc là, je laisse tout de suite la parole à Didier pour la présentation du volet réglementaire du carbone dans la RE 2020. Je te laisse partager ton écran, Didier. Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère que la qualité sera bonne. J'ai quelques petits parasites et n'hésitez pas à me l'indiquer si c'était le cas aussi pour vous. Donc, voilà. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Vous le voyez très bien. Si tu peux le mettre en plein écran, ce sera parfait. On va mettre en plein écran. C'est pas le cas? Non. Alors, on va voir. C'est une question de paramétrage. Hop. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Si tu lances ton diaporama en haut, je pense que ça serait bon. Alors, diaporama. Voilà, c'est jouer du direct. Alors, reviens à ta présentation, parce que là, on a des… Voilà. Et ici, en haut, tu as diaporama, en haut, au milieu de ton écran. En haut, un peu plus haut, voilà, encore un peu plus haut. Juste au-dessus, voilà. Tu as diaporama. Je suis masqué par mon écran et voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, c'est mieux, mais c'est… vous voyez le partage d'écran. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, je n'arrive pas à sortir de ce mode-là. Bon, fais au moins avec l'autre et puis on… Hein? Je suis désolé. Alors, attendez. Non. Pas. Alors, reviens à ton diaporama et laisse le partage d'écran si c'est nécessaire. Mais là, voilà, allez, on va partir avec celui-ci. D'accord? Ouais, c'était pas si mal que ça tout à l'heure. Donc, reviens. Voilà. Ah, parfait. Très bien. C'est parfait. Voilà, ça y est, on finit par trouver. Bon, désolé. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de conclure pour le CEREMA ce trio de webinaires et je vais conclure par la partie, je pense, qui vous intéresse particulièrement parce qu'elle est nouvelle et elle concerne l'aspect carbone de la future réglementation RE 2020. Donc les objectifs de la RE 2020, vous les avez déjà suivis en long, en large, en travers, car ils ont été présentés par mes collègues les précédents webinaires. Donc je vais juste rappeler pour ceux qui n'étaient pas présents les grandes lignes et en particulier celles qui portent sur les indicateurs et les niveaux de performance environnementaux. Alors, je ne vais pas revenir sur cette diapo qui vous dresse le panorama des objectifs. Hein. Simplement revenir sur l'objectif peut-être de neutralité carbone en 2050. Cette nouvelle réglementation s'inscrit en particulier dans cette ligne directrice et c'est un outil qui permet et qui contribue, on va dire, à l'atteinte de cet objectif en limitant les émissions de gaz à effet de serre
liés aux bâtiments nouveaux. Les objectifs de la RE 2020 en particulier, ils sont nombreux, ils sont au nombre de 5 et je vais particulièrement vous détailler ceux aujourd'hui qui concernent l'impact des bâtiments neufs sur le climat, avec un petit zoom sur la prise en compte des émissions de carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. On verra ce que c'est qu'un cycle de vie. Et puis l'incitation à des modes constructifs peu émetteurs en carbone ou qui permettent de le stocker. On verra comment la RE 2020 a réussi à s'engager sur cette voie. Un autre point qui sera abordé, je dirais en filigrane par rapport à cette présentation et aussi par rapport aux présentations qui vous seront faites après, eh bien, c'est de favoriser les produits issus du réemploi, même si voilà, la RE 2020 est une brique qui permet de favoriser les produits issus du réemploi. Il y en a d'autres textes réglementaires et en particulier la loi AGEC qui va aussi pousser le curseur un petit peu plus loin et puis favoriser les bonnes pratiques. Alors, juste un petit rappel sur le calendrier pour vous dire que les textes sur les bâtiments d'habitation individuels et collectifs sont parus et seront applicables à partir du 1er janvier 2022, donc c'est demain. Les textes concernant les bureaux et enseignements primaires et secondaires vont suivre très rapidement après puisque ils sont en consultation publique depuis cette semaine. Donc, je vous invite à aller les découvrir et puis à aller les commenter si vous avez des remarques à faire par rapport à ces textes et au niveau qui sont inclus dans ce texte. Donc, ils seront applicables à partir du 1er juillet 2022. Ensuite, il y a un ensemble de textes, on va dire, qui sont complémentaires de la réglementation RE 2020. Je ne vais pas vous les détailler, mais par exemple, celui sur les décrets attestations qui va définir la manière d'instruire les dossiers de permis et qui va définir les relations avec les services instructeurs, donc vont paraître aussi d'ici la fin de l'année et seront applicables immédiatement au 1er janvier 2022 pour permettre les nouvelles constructions. Pour les bâtiments, on va dire, un peu moins nombreux et on va dire plus complexes à modéliser pour la RE 2020, je pense aux piscines, aux gymnases, aux tertiaires commerces, aux hôtels, etc. La liste est longue. La date d'application sera plutôt à partir du 1er semestre 2023 et une publication des textes à l'été attendu pour l'été 2022. Voilà pour le tour d'horizon de la sortie des textes. Donc, une nouveauté aussi sur cette réglementation RE 2020, c'est qu'effectivement, elle prévoit une application progressive, notamment sur le volet carbone, dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est effectivement une nouveauté. Ça impacte beaucoup le monde du bâtiment et la manière de construire. Et donc, à la demande des différents acteurs, le ministère a souhaité apporter une certaine progressivité dans l'application des exigences, avec un renforcement progressif des exigences en 2024, en 2025 et puis en 2028. Pour les autres points concernant la performance énergétique, relativement peu de changements, comme vous l'avez compris, si ce n'est sur le confort d'été, comme cela vous a été présenté la semaine précédente. Alors, on entre donc dans le vif du sujet avec les indicateurs de performance environnementale ou environnementaux. Un petit rappel sur les différents indicateurs. Donc, vous avez eu la présentation sur les indicateurs énergie. Vous avez eu la semaine dernière la présentation sur le confort d'été. En parallèle de la présentation sur l'énergie, vous aviez eu déjà une petite présentation de l'indicateur sur le impact sur le changement climatique des consommations d'énergie, IC Énergie. J'en ferai un petit rappel parce qu'il va aussi avec les indicateurs carbone.
Et puis, j'insisterai un peu plus en avant sur l'indicateur IC Construction qui caractérise l'impact sur le changement climatique des matériaux et des équipements lors de leur mise en œuvre et aussi durant l'ensemble de la vie du bâtiment. Alors, les enjeux de ce volet carbone, ils sont regroupés en 3 grandes catégories. La première, on en a déjà parlé, c'est bien s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone avec une phase d'appropriation, une phase de réduction progressive en 2025, 2028 et 2031, avec un objectif en 2031 par rapport au niveau actuel de moins 35% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au bâtiment actuel, par rapport à la référence actuelle. Donc, c'est un effort qui est significatif. Un second objectif, c'est de décarboner la construction. Alors là, on va dire que l'ARE 2020 est une brique dans ce dispositif. Il s'agit d'encourager la décarbonation des matériaux en valorisant ceux qui font cet effort-là à travers des données environnementales, d'encourager aussi les matériaux stockant du carbone recyclés ou réemployés. Je dirais que là, on fait un premier pas sur ce sujet-là. Et puis d'encourager la mixité des matériaux. Il ne s'agit pas d'éliminer dès 2022 ou même en 2031 certains matériaux qui auraient peut-être pour l'instant de moins bonnes performances environnementales que d'autres, mais vraiment de les inciter à progresser et à trouver des solutions permettant de maintenir, on va dire, l'ensemble des matériaux de construction qui sont disponibles actuellement sur le marché le plus possible en leur demandant de faire un effort. Le dernier point, c'est de privilégier les énergies faiblement émettrices en gaz à effet de serre et d'aller vers les énergies décarbonées. Alors, le principe de l'analyse de cycle de vie, vous le découvrez devant vos yeux. Le principe, c'est de comptabiliser l'ensemble des impacts environnementaux, les émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement. Il y a dans le principe de calcul défini par les normes sur l'analyse de cycle de vie, il y a plus de 26 impacts qui sont évalués et qui seront disponibles grâce à cet outil. Donc, il s'agit d'évaluer l'impact des matériaux pendant tout le cycle de leur vie, depuis l'extraction des matières premières. Ensuite, on prend en compte tous les impacts liés à la production, à la fabrication de ces équipements, de ces matériaux, les phases de transport, de distribution à chaque étape, entre l'usine, le chantier ou le grossiste en matériaux, la phase de mise en œuvre, quels sont les éléments et les impacts qui sont mobilisés lors de la phase de chantier, et puis toute la vie du bâtiment. Est-ce qu'il faut renouveler ces équipements, puisque à chaque élément est associé une durée de vie théorique, bien évidemment, mais basée sur déclarée par les professionnels et donc basée sur un retour d'expérience réel. Et donc, toutes les étapes de renouvellement seront prises en compte dans l'analyse de cycle de vie. Impact énergétique, le cas échéant, si c'est un équipement qui consomme de l'énergie. Et puis enfin, en fin de vie, on va regarder quelle est son issue, est-ce qu'il est mis en décharge, est-ce qu'il fait l'objet d'une valorisation énergétique, ou mieux d'un recyclage et qu'il revient dans la boucle vertueuse des constructions. Alors, on va regarder, il faut définir, pour regarder ce principe d'analyse de cycle de vie, il faut définir un périmètre et puis une durée de vie ou une période de référence. Et pour l'ARE 2020, la période de référence qui a été sélectionnée, c'est 50 ans, ce qui correspond, on va dire à peu près, à la durée de vie moyenne des bâtiments au moins d'habitation. Donc, les indicateurs de l'ARE 2020 portant sur les performances ou les exigences carbone, nous avons IC énergie, l'impact carbone des consommations d'énergie,
pendant toute l'exploitation du bâtiment, c'est-à-dire pendant 50 ans, ce qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre, des consommations d'énergie, pendant toute la phase d'exploitation. Pour pouvoir mener à bien les calculs, toutes ces consommations sont ramenées à la CHAB pour les bâtiments d'habitation ou à la surface utile pour les autres bâtiments d'habitation. On utilise le même procédé pour l'indicateur IC Construction, qui prend en compte à la fois les composants qui rentrent dans la construction et puis la phase chantier. Pour le lot VRD, le lot VRD a été limité uniquement au parking aérien et au réseau. Voilà, d'autres indicateurs, d'autres équipements, comme par exemple des clôtures, ont été éliminés du périmètre de cet indicateur. Voilà, un petit retour rapide sur IC Énergie, comment on le calcule. Donc, on l'a dit, c'est bien sur 50 ans. Il est utilisé, comment on le calcule, on prend en compte les consommations d'énergie caractérisées par le coefficient CEP, que vous voyez ici, hein, consommation d'énergie. Vous le multipliez par l'impact carbone qui est défini par les données environnementales de service, hein, les DES, et vous obtenez tout simplement IC Énergie, consommation d'énergie calculée ou déterminée sur 50 ans. Voilà. Donc on prend le CEP fois 50 fois l'impact de l'énergie et on obtient IC Énergie. C'est tout simple. Alors, au niveau d'IC Énergie, c'est vraiment l'indicateur qui va, je dirais, discriminer les énergies les unes par rapport aux autres. Vous voyez ici un petit tableau qui vous montre la valeur de l'indicateur DES pour les différentes énergies. Et vous voyez que entre les énergies bois et l'électricité, on a un facteur 3 pour passer de l'un à l'autre. Et puis, pour passer de l'électricité au gaz naturel, on a encore un facteur 3, ce qui fait au total un facteur 9 entre le bois et le gaz. Donc, on comprend bien que c'est bien cet indicateur-là qui va être difficile et qui va à passer pour les énergies gaz naturel et qui va progressivement, au fur et à mesure du renforcement des exigences, éliminer ce vecteur énergétique. Voilà. Vous voyez également qu'en fonction de l'usage de l'électricité, l'impact carbone est légèrement différent pour tenir compte du mix énergétique qui est présent au moment où on a cette demande. Un petit retour rapide sur les exigences, donc sur l'impact IC Énergie. Donc, vous voyez qu'on a directement, parce que les solutions sont matures et représentent déjà une bonne part des solutions techniques qui sont mises en œuvre actuellement dans les maisons individuelles, hein, à savoir les pompes à chaleur. La réglementation a décidé d'imposer directement un seuil exigeant pour les maisons individuelles à 160 kg de CO2 par mètre carré. Pour les logements collectifs, les solutions sont jugées un petit peu moins matures, un peu moins courantes, un peu moins couramment mises en œuvre. Et donc, la réglementation s'appliquera de manière progressive avec un impact, avec un objectif à 560 kg de CO2 par mètre carré pour la période 2022 à 2024. Et puis, un renforcement progressif à 320 ensuite, et puis 260. Il est tenu compte aussi de la nécessité pour certains réseaux de chaleur de s'adapter et d'améliorer leur mix énergétique. Et c'est pour ça que l'on trouve un seuil un petit peu plus élevé pour les bâtiments collectifs qui sont reliés à des réseaux de chaleur. Vous avez ici un peu le détail des valeurs et des réseaux de chaleur qui seront contraints, et puis on va dire des petites particularités permettant
de ne pas bloquer des projets qui seraient en cours et qui auraient prévu déjà de se raccorder à des réseaux de chaleur. Alors, si on regarde au niveau géographique, qu'est-ce que ça donne, hein? Donc, vous avez à gauche les valeurs pour les habitations individuelles et à droite les valeurs pour les premiers niveaux d'exigence pour les bâtiments collectifs. Donc, vous voyez sur le secteur donc où nous nous trouvons, hein, zone H2B actuellement, on arrive avec les modulations géographiques à des indicateurs de 252 pour les maisons individuelles, kg de CO2, et 604 pour les bâtiments d'habitation collectif. Dans les modulations, il est tenu compte d'autres paramètres, notamment l'effet d'altitude, hein, qui va modifier bien évidemment la rigueur du climat, le fait que l'on ait des combles aménagés avec des hauteurs sous plafond inférieures à 1,80 m, le fait aussi qu'on soit soumis à des contraintes extérieures telles que le bruit par exemple, et donc tout ça va permettre de moduler les exigences en fonction des contraintes extérieures pour qu'évidemment on puisse construire partout, on va dire, avec la même facilité. Si on regarde le positionnement des différents vecteurs énergie pour différentes solutions, hein, lors des groupes de travail qui ont travaillé sur l'élaboration de la réglementation, ont fait un certain nombre de simulations et ont testé les différents vecteurs énergétiques pour différentes solutions constructives, on va dire, de standard qui correspond à peu près au mode constructif actuel, ou excellent, ce qui correspond à ce qu'on fait de mieux en termes de performance énergétique actuellement. Donc, vous voyez sur ce graphique, hein, par rapport au seuil IC Energy Max de 2022 en violet et en rouge, et puis le seuil IC Max de 2025 en violet, hein, que pour 2022, les énergies gaz, le vecteur gaz passe encore, mais par contre, pour 2025, il sera extrêmement difficile avec les modes constructifs actuels de rester avec un gaz seul, et il faudra évidemment avoir recours, au moins pour l'eau chaude sanitaire, à des solutions de type pompe à chaleur par exemple. Pour les réseaux de chaleur, eh bien, 2 cas ont été présentés. Pour le seuil, le premier seuil, aucun souci, les réseaux de chaleur passent sans problème. Pour le second seuil, eh bien là, il faudra soit avoir un taux de ENR qui augmente, hein, pour les réseaux de chaleur à un taux supérieur à 60%, soit avoir recours aux meilleures solutions constructives. Et donc là, ce sera à chaque constructeur de faire le choix qui convient aussi en fonction, bien évidemment, du réseau de chaleur qui est disponible. Pour le bois, donc on voit que jusqu'en 2025, aucun souci pour passer les différents seuils, de même que pour les pompes à chaleur, il n'y a aucun souci pour passer les différents seuils. Alors, on arrive maintenant au second indicateur, hein, IC Construction. On a parlé d'énergie, on va maintenant parler de matériaux et de composants qui permettent de construire les différents bâtiments. Alors, le principe de calcul, vous le voyez, est assez similaire au calcul de IC Énergie. Donc, on va toujours chercher des données environnementales qui sont toutes disponibles gratuitement sur la base IGNIS. Hein. Il suffit de cliquer sur le lien qui est ici. Vous allez directement sur la base IGNIS et vous avez l'ensemble des données environnementales qui sont disponibles et qui devront être utilisées pour le calcul de la RE 2020. Il suffit de les multiplier par les quantités issues des métrés.
avec une petite subtilité, c'est qu'il faut que ces quantités soient exprimées dans la même unité que les données environnementales, unité qui est on va dire, désignée sous forme d'une unité fonctionnelle pour la donnée environnementale. Ensuite, on vient multiplier encore par un facteur d'adaptation du bâtiment, facteur qui va tenir compte du fait de la durée de vie des différents composants, voilà, donc sur 50 ans. Hein, donc, s'il faut renouveler 5 fois le composant, eh bien, on aura un facteur 5 dans le facteur d'adaptation. On va tenir compte aussi dans ce facteur d'adaptation du fait que parfois, par exemple, un parking peut être mutualisé sur plusieurs bâtiments et donc il faudra répartir l'impact environnemental du parc de stationnement sur l'ensemble des bâtiments de la parcelle. Ça, c'est une petite mécanique assez simple, mais auquel il faut penser bien évidemment. Pour répondre à l'objectif effectivement de favoriser les matériaux qui stockent du carbone, et puis également pour tenir compte que l'impact environnemental des émissions de gaz à effet de serre dépend du moment où elles sont émises, il a été décidé de mettre en place un système de pondération qui s'appelle l'ACV dynamique, qui permet de prendre en compte le moment où les gaz à effet de serre sont émis. Donc, vous voyez l'impact carbone ainsi au temps zéro, au moment de la mise en œuvre, est considéré avec un facteur 1, et les émissions de carbone qui auront lieu à la fin de vie du bâtiment, lorsque celui-ci sera déconstruit ou réemployé, eh bien, elles sont affectées d'un facteur de 0,58 qui permet de diminuer leur impact. C'est ce qui diffère notamment par rapport à l'approche qui avait été utilisée dans le cadre de l'expérimentation au plus c'est moins, et c'était à la fois imposé par les réglementations et puis plébiscité par un grand nombre d'acteurs de la construction. Didier, il ne te reste plus que quelques minutes. Très bien, j'arrive au bout de ma présentation. Donc, voyez un peu, si on prend un exemple, à quoi conduit l'utilisation de ce facteur dynamique. Voyez la colonne de gauche ici pour une poutre en bois lamellé-collé, sans application du facteur de pondération dynamique. Sur le total du cycle de vie, il a un facteur de moins 1,5 kg de CO2. Si on lui applique la pondération ou l'ACV dynamique, il aura un facteur de moins 14,6 kg de CO2, c'est-à-dire qu'on prend mieux en compte le stockage carbone. Pour une poutre en acier, eh bien, le calcul, on va dire, est inverse, puisque la plupart des émissions de gaz à effet de serre ont lieu lors de la production et donc ont un impact beaucoup plus grand. Et on voit que l'impact de ce matériau est du coup plus important quand on applique un calcul dynamique. Rapidement, donc les valeurs seuil qui sont proposées, enfin qui sont imposées pour les bâtiments d'habitation collectifs et les maisons individuelles. Vous voyez, avec un facteur à 640. Vous aurez toutes les diaporamas, donc je ne vais pas insister davantage sur ces valeurs. Simplement, ayez à l'esprit qu'effectivement, voilà, on a une progression de 12% entre 2024 et 2025, ou une réduction plutôt des émissions de gaz à effet de serre, divisée de 12% à l'horizon 2025, 22% à l'horizon 2028 et 34% à l'horizon 2024. Juste 2-3 mots sur les pondérations qui sont appliquées également à cet indicateur IC Construction. Je ne reviens pas sur celles qui sont déjà appliquées géographiques et de surface, simplement pour dire que pour tenir compte notamment des projets qui seraient mis en œuvre sur des terrains particuliers qui nécessiteraient
notamment de prendre en compte des règles parasismiques importantes ou des sols particulièrement mauvais. Les pondérations permettent d'écréter, on va dire, les émissions carbone des infrastructures et du lot VRD à un certain seuil de 10 et 40 kg de CO2 respectivement. Et puis le dernier, on va dire, coefficient de modulation, il est là pour tenir compte du fait d'apprentissage aussi, de l'utilisation des données environnementales et du fait que on pense, on espère que les matériaux aussi vont progresser petit à petit et leur impact carbone va diminuer. Et donc, dans un premier temps, il y aura une pondération qui va, on va dire, permettre d'utiliser encore de nombreuses données environnementales par défaut. C'est le DED, c'est par défaut. Et puis, cet effet sera neutralisé, on va dire, dans la période intermédiaire. Et puis, au contraire, pour encourager ou pénaliser ceux qui ne joueraient pas le jeu, cet indicateur sera plus pénalisant pour les constructions en fin de période. Vous avez ici une petite carte qui présente les différentes valeurs sur le territoire, hein, donc je vous invite à les découvrir. Et puis, un rappel des modulations ou des limites qui sont données, oui, donc de 30 kg de CO2 pour le lot 1, donc le lot VRD, et puis une limite qui est fixée au lot 2 à 40 kg de CO2. Voilà les valeurs que l'on obtient pour la première période. Alors, si on veut parler de matériaux, je dirais toutes les données, tous les modes constructifs sont acceptés, ils ne sont pas pénalisés ou éliminés par la réglementation RE 2020 dans un premier temps. Il faudra peut-être quand même faire un petit effort, au moins sur la saisie des données et être, on va dire, un petit peu rigoureux sur cette saisie-là. Et puis, normalement, les projets devraient être conformes à la réglementation sur cet indicateur-là, en tout cas, sans trop de soucis. Pour la période 2031, eh bien, on sait qu'on a un effort à faire et il faudra à la fois travailler, bien sûr, sur l'optimisation des données environnementales, aller vers davantage de structures bois ou de béton bas carbone, ou d'associer les structures, le béton et les matériaux bois ou bas carbone, et travailler également un petit peu sur le second œuvre. Juste 2-3 petits mots sur les outils d'accompagnement qui vous ont déjà été présentés. Vous aurez le diaporama de toute façon, mais vous avez bien évidemment le site du CEREMA et un ensemble de fiches qui vous sont proposées, de guides également. Donc, n'hésitez pas à les voir. Et puis, pour vous former, donc le CEREMA propose différentes formations. Donc, vous avez les dates qui sont rappelées ici. Vous pourrez suivre également des MOOC sur le site du bâtiment durable, qui ont déjà commencé d'ailleurs pour la première session. MOOC basé notamment sur un ensemble de présentations élaborées par l'AICVF. Et puis, l'ADEME aussi prévoit un certain nombre de formations multimodales en e-learning à destination de la métropole. Oui, alors du coup, Didier, on va s'arrêter là pour prendre les questions, pour pas être trop en retard sur notre timing. Donc, première question, est-ce que le biogaz ou gaz vert est valorisé par l'indicateur IC Énergie ? Non. Ça a été un choix de ne pas le prendre en compte pour l'instant. La stratégie nationale bas carbone, en effet, prévoit que la part en fait du gaz dans le mix énergétique à l'horizon 2030 et 2050 doit diminuer, et elle préfère valoriser les gaz verts ou les biogaz, ou les réserver plutôt pour des usages comme les bâtiments d'habitation qui sont construits actuellement, qui sont déjà utilisés, ou pour des usages pour lesquels on n'aurait pas de solution moins émettrice de gaz à effet de serre. Ok. Il y a un marché pour les gaz verts.
Ok. Je tiens aussi à dire que Louis Bourru nous a rejoint également pour te prêter main forte dans les réponses aux questions si nécessaire. Une question qui est plutôt une remarque par rapport à l'un de tes propos. Tu dis que l'ACV dynamique est publicité par certain nombre d'acteurs et notre participant te demande de préciser parce qu'il semblerait par ailleurs que cette méthode dite dynamique ne fasse pas l'unanimité dans le milieu des acivistes. Alors, c'est une première étape, l'ACV dynamique. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de réflexions et d'études pour faire en sorte de prendre en compte de manière peut-être plus rigoureuse que l'ACV dynamique le fait actuellement, l'impact carbone tout au long de la vie d'un projet. Là, ce qui a été fait le choix, c'était quand même de donner un coup de pouce aux matériaux qui stockent du carbone, parce que c'était une exigence des réglementations, sans attendre, on va dire que des méthodes plus évoluées, peut-être plus exactes, soient développées, méthodes qui nécessiteraient, on va dire, une modification de l'ensemble des données environnementales pour bien prendre en compte ce qui se passe en fin de vie. Merci Didier. Louis, tu veux compléter? Oui, ouais, pour un complément sur l'ACV dynamique, donc la ministre de la Transition écologique, Madame Vargon, a demandé à l'AFNOR, donc à la commission des normes, d'ouvrir un groupe pour normaliser cette méthode et puis en discuter avec tous les acteurs qui sont habituellement dans l'élaboration des normes. Donc c'est un chantier qui s'ouvre également dans les 2 prochaines années. Ok. Par contre, Louis, la ministre de la Transition écologique, c'est Barbara Pompili. Oui, alors voilà, la ministre c'est le logement. du logement. Voilà. Excusez-moi. C'est pas grave. Ça doit être précisé. Autre question, sur quoi l'ACV devra être fait? Gros œuvre, menuiserie, revêtement extérieur, intérieur? Alors tout, c'est tous les composants qui entrent dans la composition du bâtiment depuis, on va dire, depuis la première brique que l'on pose jusqu'à la dernière ampoule qui est mise en œuvre. Voilà. Le principe, c'est que la base de données environnementales IGNES regroupe l'ensemble de ces matériaux. Peut-être en manque-t-il encore quelques-uns. Et dans ce cas-là, il faudra indiquer que le matériau est manquant et puis faire une demande soit de données environnementales par défaut auprès du ministère, soit auprès des fournisseurs pour qu'ils s'engagent aussi. C'est vraiment une démarche collective de l'ensemble de la profession, y compris les fabricants de matériaux, pour que cette méthode soit mise en œuvre de manière la plus complète et la plus exacte possible. Alors, autre question, à quel moment le calcul de l'ACV doit-il être considéré comme valide? Dans quelle mesure un calcul effectué pour le dépôt du permis de construire peut-il être contredit par la suite au moment de la livraison? Alors, on attend les textes dans les prochains jours concernant les exigences en matière d'instruction de permis de construire et de déclaration d'achèvement de travaux. Ce qu'on pressent, parce que je n'ai pas encore les textes entre les mains, ce qu'on pressent, c'est qu'on reste sur le même principe que pour la RT 2012, c'est-à-dire qu'on demande au dépôt du permis de construire une valeur de BBio, peut-être aller plus loin un petit peu sur le calcul de CEP, et puis un engagement à réaliser un calcul d'analyse de cycle de vie par la suite. Voilà, on a bien conscience que faire un calcul au stade du dépôt de permis de construire, faire un calcul d'ACV au stade du dépôt de permis de construire, ça n'est pas correct, et en tout cas le calcul sera par nature inexact, et donc il sera demandé plutôt à l'achèvement de travaux une fois que l'on aura l'ensemble des éléments qui ont été mis en œuvre dans le bâtiment. Ok, une dernière question et les autres, je les garderai pour la deuxième série de questions-réponses. Le ministère s'est engagé à rectifier la minimisation du carbone pour les filières béton, de ciment et acier. Est-ce fait? Avec un lien Facebook qui nous est renvoyé par le participant. Oui, si je peux répondre, Didier. Vas-y, Louis. Alors en fait, cet été, il y a eu une consultation des acteurs de l'ACV et des filières béton.
pour trouver une nouvelle méthode d'allocation de ces, je crois qu'on appelle coproduits, puisque il y a des mâches fer, par exemple, qui sont produits par l'industrie de l'acier et valorisés par celle du béton dans leur fabrication de béton, et que les règles de prise en compte de l'impact de CO2 de ces coproduits devaient être précisées. Et donc, la consultation des acteurs s'est terminée, et le ministère va faire la synthèse et faire sa proposition à Ignes pour une révision des fiches prochainement. Alors, je ne sais pas si ça sera fait d'ici la fin de l'année ou si ça sera au moment où on commencera déjà à appliquer la RE 2020, mais en tout cas, la synthèse est en cours et les propositions ne devraient pas tarder. Ok, merci beaucoup. Merci Didier, merci Louis. Didier, si tu veux arrêter ton partage, et on va laisser la parole tout de suite à Romain Marten de Novabuild pour un panorama des bâtiments exemplaires sur le volet carbone. Alors, oui. Je crois que... Voilà, c'est bon. Oui, je l'ai arrêté. Vas-y Romain. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Très bien. Tu es plus doué que moi, Romain. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup, Céline, de nous donner l'occasion de montrer ce panorama des ouvrages exemplaires en Pays de la Loire. En sachant qu'à Novabuild, on est assez attentif à montrer les choses qui ont déjà été faites et qui sont déjà un peu en avance sur la réglementation. Donc, on se dit l'allié solution climat des acteurs de la construction, de l'aménagement, de l'immobilier en Pays de la Loire, et donc on essaye de glaner, c'est ce qui n'est pas chose facile, contrairement à ce qu'on peut croire, de voir les bâtiments qui émergent avec des caractéristiques environnementales certaines. Donc, il y a 2 semaines, je vous ai présenté des bâtiments avec un volet énergétique poussé, donc plutôt sur la nomenclature E+C-, donc E3, c'est quelque chose, et là, ce sera plutôt du niveau C2, sauf certains où on peut imaginer que c'est du C2, mais on n'en est pas sûr, vous verrez bien. Alors, sur ce territoire des Pays de la Loire, ici ne sont représentés que la Loire-Atlantique et Maine-et-Loire. Ce n'est pas exhaustif, il y en a très certainement dans les autres départements, mais je n'en ai pas connaissance. N'hésitez pas à me faire remonter les informations, on sera ravis de mettre en avant les opérations exemplaires sur ces territoires. On commence avec l'échappée nature qui a été livrée en 2018, donc à la Chapelle-sur-Erdre, avec un niveau RT 2012 assez intéressant, puisque avec un CEP de moins 30%, mais qui atteint le C2, donc en étant E2, C2, une exigence dans le programme de 40% d'énergie renouvelable, des panneaux photovoltaïques, sur pompe à chaleur géothermique verticale. On continue avec les champs libres, et donc c'est sur ce projet-là où on ne sait pas quel est le niveau carbone. Par contre, on peut imaginer, étant donné qu'il a des façades porteuses en bois paille, il a du bardage bois, il a beaucoup de biosourcés, il atteint le niveau 2. Et donc, c'est un des premiers bâtiments qui intègre de la paille dans le cours de construction. Je l'ai mis quand même dans cet observatoire parce que alors déjà, on a un C positif où vous pouvez aller, donc une revue de projet où vous pourrez comprendre dans le détail comment il a été forgé, et notamment en habitat participatif. J'enchaîne sur Symbiose, donc au Vallon des Garettes, à Arvaux, toujours avec Tika, donc dans une ZAC qui était particulièrement attentive à avoir un niveau carbone ambitieux. On atteint le niveau de C2 sur cette opération-là avec le label BBCA et tout un travail beaucoup plus large sur la biodiversité, les espaces communs partagés, des logements traversants, triple orientation, une très bonne performance énergétique aussi, des panneaux photovoltaïques, et donc avec une structure dalle poteau béton, et puis l'enveloppe à ossature bois. Le projet Origine a quant à lui reçu la pyramide d'or avec la mention bas carbone. Donc, il est celui-ci à Saint-Nazaire, dans une logique passive à hausse, donc très bonne performance énergétique, toujours de C2, avec une logique aussi de partage de certains locaux, tout électrique, avec donc ballon thermodynamique et double flux, triple vitrage au nord,
et des coûts de travaux qui restent assez maîtrisés, il faut le souligner. Honeywood, on revient au Vallon des Garettes à Orvaux, où Vendredi Architecture et la Nantaise d'Habitation on réalise ce bâtiment E3C2. Donc là, on augmente d'une marche dans la performance globale, avec biosourcé 65 kg par mètre carré, donc au-delà du niveau 3 du label, de la réutilisation de matériaux de déconstruction sur site, une surface de voirie limitée pour laisser place à une perméabilité des sols, de la pleine terre très largement. Et au niveau de l'utilité des usages, c'est assez intéressant. Ils ont estimé que les parkings pouvaient se transformer en bureaux plus tard. Donc, ils ont tout fait pour que ça puisse être fait dans les années à venir. Sur Chauffry-Bois, ce qui explique aussi la facilité de passer en E3C2. Le projet SoWood qui a été présenté il y a 2 jours à Energy Meeting dans le détail, par Béranger Vincent et ADI, le promoteur. Donc on arrive à un niveau E3C2, c'est un des premiers bâtiments avec uniquement un noyau en béton, le reste étant tout en structure bois. Ils nous ont expliqué comment c'était pas forcément facile de réussir cette gageure. Ils sont arrivés à 120 kg du mètre carré dans le label biosourcé, ce qui est très important, puisque le niveau 3, je crois que la base, c'est plutôt de l'ordre de 36, avec une très bonne performance énergétique, et puis des bornes de recharge pour véhicules, tout ça dans un environnement particulièrement agréable. Voilà. On arrive à la caserne Mélinette, donc en presque plein cœur de Nantes, avec Tolefi et Badia Berger Architectes qui ont proposé ce bâtiment E3C2, toujours en label biosourcé niveau 3, avec de la pierre massive également, qu'on commence à voir arriver dans plusieurs bâtiments. Un parking mutualisé, donc ça c'est la ZAC qui a permis d'organiser ça, et des jardins collectifs partagés. Et pas très loin, nous avons l'îlot 2B, 4D, avec bâtiment TICO, Palast et Randam en architecte. Toujours en E3C2, avec la spécificité de ce bâtiment qui est avec des façades en béton de chanvre et en enduit traditionnel à la chaux. Tout ça préfabriqué, avec toujours du biosourcé niveau 3, et puis encore des espaces de mutualisés, et là en l'occurrence notamment sur la mobilité, avec des véhicules en tant que tels qui sont proposés aux locataires et donc gérés par le syndic. Et le dernier bâtiment de cette présentation, c'est sur la ZAC des Capucins à Angers, donc avec Johan San et Vinci Immobilier, où on est dans cette même logique de structure poteau-poutre en bois, de plancher en bois également, tout en bois. Et même l'extérieur est conçu comme une mini-forêt qui est intéressante puisqu'en plus là, elle vient se coupler avec la problématique de confort d'été et de nature en ville évidemment, qui vont autour des principes d'énergie et de carbone. Et pour finir, cette ZAC des Bredonnières à Angers, particulièrement ambitieuse sur le point de vue carbone, puisqu'elle demande à tous les projets d'être au moins E2C2, en plus de prendre en compte les 5 thématiques qui sont sur votre droite, et un parking silo mutualisé qu'elle vient organiser. Donc là, la deuxième phase de la consultation est en cours. On devrait voir commencer la sélection se fera dans quelques semaines. Donc voilà, mais quand les axes s'y mettent, on voit que tout de suite, il y a beaucoup plus d'ouvrages qui sont attendus sur ces niveaux de performance. Voilà, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté, et encore une fois, n'hésitez pas à me remonter les différents projets qui vous sembleraient intéressants à intégrer dans ce panorama. Merci beaucoup Romain, et je rappelle qu'on trouve beaucoup plus d'infos sur le site de Novabit pour tous les projets qui ont déjà été présentés lors de l'une ou l'autre des animations que Novabit organise. Je pense qu'il y a les liens sur le diaporama et on peut… Tout à fait. Merci Céline de le préciser. Effectivement, dans En savoir plus, vous pouvez cliquer, ça vous renvoie immédiatement vers les bonnes pages.
Merci beaucoup, Romain. Et du coup, je propose qu'on passe tout de suite la parole à Thomas Peverelli pour une présentation des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Monsieur Peverelli, voilà. Oui, Super. je suis là. Je suis là. Vous laissez partager votre écran et vous laissez la parole et on finira par un temps de questions. C'est pas loin d'être bon normalement. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça arrive. Voilà. En plein écran, ce sera parfait. Voilà. Super. Ok, super. Donc, en effet, on m'a demandé d'intervenir pour présenter un peu le principe des FDES, dont on a déjà pas mal parlé ce matin. Bon, je tiens à m'excuser d'avance si vous me voyez déforester l'Amazonie en direct, c'est que j'ai un petit rhume. Voilà. Donc, le sommaire, c'est de simplement faire une petite introduction sur les FDES, détailler le contenu de ces FDES pour s'assurer que tout le monde sache bien les lire, et puis éventuellement une petite ouverture vers les tendances et évolutions, mais on a déjà abordé certains points aujourd'hui. Pour nous présenter très rapidement, STANA, on a un cabinet de conseil en évaluation environnementale et surtout FDES. On développe nos configurateurs de FDES, notamment un point qui est en vogue en ce moment. Et on a quand même 4 des 27 vérificateurs de FDES habilités en France, même si on n'est que 7. Et on est régulièrement sollicité par la DHUP, notamment sur les aspects méthodologiques. Donc on évoquait tout à l'heure les laitiers de haut fourneau. On intervient à l'AFNOR, mais également au Comité européen de normalisation, le CEN TC 350, qui vise à l'harmonisation européenne de toutes ces EPD, et donc FDES. Donc les principes de réalisation des FDES, un petit rappel quand même, parce que j'aime bien que tout le monde parte sur les mêmes bases de connaissances. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on a la spécificité de prendre en compte une méthode d'analyse de cycle de vie qui prend en compte de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie des matériaux. Ça, on l'a déjà dit plus tôt au cours de la conférence ce matin. Mais également des bénéfices en fin de vie au-delà des frontières du système, c'est-à-dire que si un matériau est recyclé, il peut se prévaloir de certains bénéfices en fin de vie. C'est quand même une spécificité française parce qu'il y a beaucoup de pays où l'équivalent des FDES qu'on appelle EPD pour Environmental Product Declaration s'en tiennent à la porte de l'usine, c'est-à-dire uniquement la phase production. Quand on fait une analyse de cycle de vie, on remet en question chacune des hypothèses. À chaque fois qu'on calcule les impacts, on regarde les résultats, on essaie de les interpréter et on peut éventuellement revenir à l'inventaire des données qui ont été utilisées pour les re-questionner, les préciser ou prendre d'autres hypothèses. Et tout ça se base sur des normes qui sont ISO, donc internationales, 14040 et 44. Les livrables sont doubles, et il n'y a pas que la FDES, il y a aussi un rapport de projet, un rapport méthodologique qui est assez conséquent, qui fait, selon les praticiens et surtout les produits, entre 30 et une centaine de pages, qui présente l'ensemble des hypothèses et les justifie de manière appropriée. Ces FDES sont rédigés selon la norme 15804, actuellement avec le complément A1, mais très prochainement, c'est-à-dire à partir de janvier, le complément A2. Voilà. Et du coup, on produit le programme, on produit les FDES pour les publier sur le programme INIES et en accord avec la réglementation. Ce qui est une petite gageure de faire coïncider le programme avec la réglementation et les normes. Donc c'est aussi à ça que servent les travaux à l'AFNOR, c'est d'homogénéiser tout ça et de s'assurer qu'on ne rentre pas en contradiction, ce qui peut poser des cas de conscience aux vérificateurs quand ils ne savent pas s'ils doivent suivre plutôt le programme ou la réglementation ou les normes. Mais bon, c'est des cas qui sont quand même largement marginaux. Et dans une optique idéale d'éco-conception des produits et bien sûr, on l'a vu aujourd'hui, des bâtiments. Alors, la CV, telle que vous l'exprimez pour la RE 2020, c'est à l'échelle du bâtiment, mais nous, les FDES, évidemment, c'est au niveau du produit.
Ce qui se passe également, c'est que on peut avoir ce qu'on appelle en France des ICV, des inventaires de cycle de vie, pour des pré-produits ou en tout cas des éléments qui vont servir à composer des matériaux de construction. Je pense notamment à des vitrages pour des fenêtres, où en ce moment on peut voir des vis, enfin on peut aller très très loin dans les FDES, mais ce sont pas des FDES en tant que tels, ça va être plutôt des inventaires de cycle de vie. En tout cas, ils sont déclarés comme tels sur Ignies. Mais voilà, plus on a de données qui sont produites par les fabricants et publiées sur Ignies, et plus les données qui sont finalement utilisées dans la CV bâtiment seront précises et spécifiques. Voilà. Donc, chez nous, la réalisation d'une FDES, elle est assez classique et globalement, elle est conforme à ce qu'on trouve un peu sur le marché. C'est-à-dire que, avec le fabricant, c'est-à-dire le consultant et le fabricant, va réaliser un cadrage général. On va définir les produits qu'on cherche à couvrir, les unités fonctionnelles qu'on cherche à exprimer, une durée de vie de référence du produit et évidemment, ce qui est important, on va définir des frontières du périmètre du système qu'on étudie. C'est-à-dire que si on fait une analyse des cycles de vie d'un mastic de scellement, est-ce qu'on prend en compte la réalisation du trou dans lequel va se loger ce mastic ou pas? Bon, là, je vous prends un exemple qui peut vous paraître secondaire, mais c'est quand même un point important qui s'applique à la majorité des produits. Derrière, le déclarant, l'industriel en tout cas, réalise sa collecte initiale avec une collecte simplifiée de données qu'on va mettre dans notre modèle de logiciel ACV pour calculer un premier impact. Et c'est sur la base de ce premier estimatif qu'on va faire des analyses préliminaires, qu'on va faire des analyses de gravité et de sensibilité pour voir l'importance de tel ou tel module, de telle ou telle étape de cycle de vie, et en fonction des fourchettes de valeur que l'industriel nous aura données, dans quelle mesure ça peut évoluer. Et donc définir ce qu'on appelle un peu un cadre de validité. Mais on n'en est pas encore là. Une fois qu'on a fait ces analyses de gravité et de sensibilité, on va revenir vers le déclarant pour préciser la collecte de données. Donc c'est encore une fois, on revient à cette démarche itérative. Une fois qu'on a finalisé la collecte complémentaire, on peut finaliser le modèle d'ACV, l'impact carbone et la rédaction du rapport de projet et de FDES. Ces livrables, on les envoie donc en vérification aux tierces parties pour générer des FDES et le rapport qui seront vérifiés par une tierce partie tout à fait indépendante. Il y a différentes étapes où le vérificateur intervient. En général, c'est une fois qu'on a fait les premières définitions du périmètre et des données, et puis surtout à la fin, évidemment, c'est là qu'il y a les allers-retours avec lui. Vérification de publication d'une FDES, donc ça se fait sur Ignies, ça vous l'avez mentionné. Depuis 2015, c'est un programme qui est conventionné par l'État. C'est lui également qui habilite les vérificateurs, c'est-à-dire qui fait passer les concours et qui donne ou pas l'habilitation, qui les renouvelle ou pas. C'est des cas qui arrivent également. Et puis c'est lui qui gère les réclamations. Donc quand il y a un doute ou un questionnement sur une fiche, il faut pas hésiter à les contacter. Voilà, on est plusieurs à le faire régulièrement. Alors à ce jour, la base Ignies compte 2500 FDES et également des PEP, donc des profils environnementaux produits qui sont dédiés aux matériaux électriques. Et donc il y a un format un peu différent, mais les indicateurs d'expression des impacts sont toujours les mêmes. C'est cette base Ignies qui est connectée d'ailleurs au logiciel d'ACV bâtiment que vont utiliser les bureaux d'études techniques pour faire les calculs conformes RE2020. Voilà, donc bon, ça c'est la démarche de vérification, et puis chaque FDES est valide 5 ans, comme la plupart d'entre vous le savent sans doute. Donc voilà pour les principaux points. Je vais rapidement balayer le contenu d'une FDES. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Ouais, ok. Donc le contenu d'une FDES, il faut savoir qu'une FDES, ça peut couvrir différents produits. Alors on peut avoir différents cas de figure. Soit une FDES couvre un seul produit qui est fabriqué sur un seul site, c'est le plus classique. En tout cas, c'est ce qui vient en premier lieu à l'esprit.
Mais par contre, on peut également avoir plusieurs produits fabriqués sur un seul site. C'est ce qu'on appelle une FDES individuelle de gamme. Donc ça, c'est possible. Mais également, on peut avoir un produit qui est fabriqué sur plusieurs sites. C'est toujours une FDES individuelle. Mais ça peut également être une FDES collective si le même produit est fabriqué par plusieurs industriels. Et enfin, l'autre cas le plus courant après la FDES individuelle d'un seul produit sur un seul site, c'est plusieurs produits sur plusieurs sites. Donc ça, c'est une FDES collective. Dans une FDES collective, on doit toujours préciser quels sont les produits qui sont couverts et quels sont les ayants droit qui peuvent se prévaloir de la FDES. C'est très important puisque on va le voir après, il faut une donnée spécifique pour calculer la RE 2020 et si on n'est pas couvert par la FDES, on est fortement pénalisé. Dans le cadre d'une collective, on doit également déclarer les intervalles de validité sur les paramètres sensibles. Donc, dans quelle mesure les données peuvent varier. Je prends un exemple, si on a de la terre crue, la mise en œuvre peut être manuelle ou mécanique. Jusqu'à quelle consommation de gasoil, par exemple, la mise en œuvre peut être mécanique. Le déclarant peut décider de se fixer une limite pour pas trop pénaliser son produit, mais couvrir qu'une certaine partie des produits fabriqués. Si on a une individuelle couvrant plusieurs sites ou plusieurs produits, on doit déclarer des indicateurs environnementaux moyens et la variabilité est à titre informatif dans la FDES et également jusqu'à ce jour optionnel. On pourra le voir peut-être avec la nouvelle norme 15804 avec le complément A2 que cette variabilité risque de devenir obligatoirement contraignante et déclarée, mais aujourd'hui avec le 1.1 on n'est pas encore tout à fait là. Et enfin, pour les collectives, il faut savoir qu'on est obligé de déclarer un impact maximal si la variabilité entre les produits et donc les sites de production est supérieure à 40%. Et sinon, on peut déclarer un impact environnemental moyen. Je vais passer très rapidement en revue les différentes parties d'une FDES, non pas pour vous fatiguer de bon matin, mais surtout pour qu'on soit sûr que vous trouviez les informations valides. Il faut bien regarder le titre de la FDES. C'est surtout en tant que vérificateur, j'appuie surtout pour que les gens fassent l'effort d'ouvrir la FDES, parce que vous savez sans doute que dans IGNIES, les données sont dématérialisées. On a une grande partie d'informations sur IGNIES, mais rien ne remplace l'ouverture de la FDES et la prise de connaissance si on veut s'assurer qu'elle soit bien conforme aux produits qu'on emploie. Donc, il faut bien regarder le titre exact de la FDES qui peut préciser certaines choses. Derrière, on a toujours une partie sur le déclarant pour savoir qui est déclaré, quels sont les produits qui sont couverts et la date de validité, évidemment, mais cette date de validité, sauf gros accidents, normalement les FDES sont retirés automatiquement de la base IGNIES dès qu'elle est dépassée. Ensuite, on a une unité fonctionnelle qui est très importante puisqu'elle décrit une fonction, comme son nom l'indique, une performance, à savoir performance thermique, de résistance, classe de résistance, etc. Et également une durée de vie pour dire si le produit est prévu pour tenir 20, 50 ou 100 ans dans le bâtiment. Et après, évidemment, on a donc tout le justificatif de pourquoi cette durée de vie de référence et dans quelles conditions elle peut s'appliquer. Les conditions de mise en œuvre, caractéristiques du produit, etc. On a un petit schéma du cycle de vie. Alors celui-là est assez classique, là, celui que je vous ai mis, mais on a plus classiquement un schéma de production également qui donne le détail des différentes étapes de transformation qui sont prises en compte. Je sais pas, par exemple un profilé aluminium, on va avoir extraction de l'aluminium, extrusion du bio d'aluminium, etc., du profilé, pardon. Et voilà. Et puis pour en venir à l'essentiel, vous avez les tableaux d'indicateurs, les tableaux d'expression des impacts, donc avec toujours ce fameux réchauffement climatique qui nous intéresse. Elles sont séparées par étapes du cycle de vie, donc vous avez A1, A2, A3, etc., qui peuvent être regroupées, en tout cas sur les étapes amont de A1 à A3, donc c'est-à-dire que de l'extraction des matières premières à la sortie de l'usine, les impacts ne sont pas nécessairement distingués entre ce qui est de l'extraction et ce qui est de l'industriel, ça peut être agrégé. Et après, vous avez toutes les autres étapes, donc c'est-à-dire mise en œuvre, transport, mise en œuvre, vie en œuvre
et la fin de vie avec le fameux module D s'il y a des bénéfices en fin de cycle de vie qui sont déclarés. Un tableau récapitulatif pour le total cycle de vie. Et ce qui fait la spécificité des F2S en France, dont on est très fiers, c'est le S de sanitaire qui déclare éventuellement l'impact vis-à-vis de l'air en vie en œuvre, de l'eau, mais également de confort, qu'il soit hygrothermique, acoustique, olfactif ou visuel, quand il y en a un à déclarer. Et pour finir, sur les F2S collectives, vous avez un cadre de validité, donc ça c'est très important et souvent il se trouve en dernière page de la FDES, mais c'est lui qui définit les conditions d'application de la FDES, c'est-à-dire les données limites. Typiquement là on est sur un mur en pierre, en bas vous voyez que l'épaisseur du mur pour le produit couvert va de 30 à 50 cm, donc si vous avez un mur de 60 cm, il n'est pas couvert par cette FDES. Souvent également on a la valeur déclarée pour le produit de référence, donc là en l'occurrence les impacts étaient suffisamment homogènes pour qu'on prenne la donnée moyenne, donc on a pris 40 cm. La distance entre la carrière et le chantier, souvent un paramètre important également. Là on est sur une FDES qui peut aller jusqu'à 245 km, mais pas plus. Votre fabricant est à 250 km, au regard de la réglementation, vous n'êtes plus couvert par cette FDES. Donc vous faites retoquer lors de la vérification de l'ACV bâtiment, théoriquement lors de la livraison du bâtiment. Voilà, je pense qu'on prendra les questions ensuite. On m'a également demandé un petit aspect sur les coûts et délais. Donc bon, c'est pas pour faire du marketing, loin de là, c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. Aujourd'hui, vous avez trois types de méthodes pour faire des FDES. C'est soit vous les faites en interne, soit vous les faites en externe avec un consultant ou assimilé consultant, centre technique ou autre, et éventuellement un configurateur en ligne quand vous êtes autonome. En interne, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin de maîtriser un logiciel d'ACV qui peut être assez complexe. Simapro ou Gabi, et nous chez Estana, on a fait le choix de développer notre outil sur Excel. Bon, c'est pas le plus simple, mais quand vous achetez un logiciel, plus les méthodes, plus la formation, plus l'accompagnement, plus le salaire chargé et autres, l'addition peut vite être assez corsée. Donc il faut quand même un certain volume de FDES à faire pour en avoir la nécessité, et surtout il faut une pratique assez régulière pour pas perdre la main. Si vous le faites en externe, c'est toujours assez cher. Ça reste voilà, de l'ordre de 10 à 15 000 euros pour une FDES, mais bon, en comptant le temps que ça vous prend pour collecter les données, la vérification, l'enregistrement au programme, et etc., on monte vite plutôt aux alentours de 20 à 25 000 euros. Et puis enfin, les configurateurs, donc ça on en voit de plus en plus. Chez Estana, on a même développé une société spécialisée dans le développement de configurateurs, parce qu'on voit que ça, bon, les plus connus c'est le béton avec Betty, ou le bois avec des bois, l'acier Save. Mais voilà, ça a vocation quand même à se développer, parce que quand on a un industriel qui a des centaines de chantiers en France, il va pas faire une FDES pour chaque chantier, et un configurateur où il peut laisser la main en toute autonomie à ceux qui commandent le chantier, ou en tout cas qui doivent réaliser la CV. Ça lui facilite grandement la vie, et puis c'est une économie de coût très très significative, même si c'est un investissement initial un peu supérieur. Et puis pour finir, les tendances et évolutions. Comme je vous le disais, on tend à avoir un amendement A2 à la norme 15804. Donc il a été publié en octobre 2019. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le complément national pour la France. Donc il n'a pas encore été validé. On a une réunion d'ailleurs lundi pour la deuxième partie du dépouillement des commentaires publics, de la consultation publique. Voilà, il y a de gros débats dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que on essaye de tendre à plus d'homogénéisation des pratiques, et surtout des données toujours plus fiables, parce que en tant que vérificateur, on est en première ligne pour constater que 0,1 kg de CO2 sur un cycle de vie, quel que soit le produit, ça décide de certains marchés. Et ça peut engendrer des débats sans fin. Donc voilà, il faut que les FDES soient de plus en plus irréprochables.
Voilà, après, il y a la poursuite du développement des FDES par les fabricants ou les secteurs collectifs. Vous avez pu voir passer des appels à accompagnement financés par l'ADEME, lancés par INES, Alliance HQE-GBC. Voilà, tout ça, c'est pour définir quelles sont les familles de produits qui n'ont pas encore leur FDES et si possible de faire des FDES collectifs pour les couvrir à minima s'il n'y a pas de données par défaut disponibles ou en tout cas même s'il y a des données par défaut, qu'elles soient moins pénalisantes. Et puis enfin, bien sûr, on en a parlé plus tôt, les arbitrages sont toujours en cours au niveau du calcul statique versus dynamique sur la CV. Les débats sont en cours, mais la méthode a priori est plutôt tranchée. Et la prise en compte du module D qui a priori sera totale. Mais ce qui n'était pas forcément décidé au moment du E+, c'est moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse quelques liens. Il y a Ignace évidemment, bâtiment énergie carbone, une petite vidéo de 15 minutes sur la CV dynamique, par des Nantais en plus, l'université Gustave Eiffel, et puis des liens également vers des configurateurs. Pour notre part, on a développé celui de DE Bois de France pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Peverelli. C'est moi. On va prendre un petit temps de questions et on terminera par un point de conclusion par Sylvie Levaux du CEREMA. Donc, juste pour les questions, un certain nombre de questions ont déjà fait l'objet d'une réponse par écrit que vous pouvez regarder dans le module Q&A. Et donc, si vous cliquez sur Answered, réponse en anglais, vous aurez les réponses auxquelles qui ont fait l'objet d'une réponse écrite par les collègues du CEREMA. Il nous reste quelques questions. Les valeurs de la FDES fabricants ne semblent pas vérifiées par un tiers. Comment s'assurer de leur exhaustivité et leur véracité ? J'imagine que là, on évoque les données collectées auprès du fabricant. Alors c'est vrai que sur certains points, on a vraiment du mal, même le vérificateur a du mal à vérifier la validité. Je pense notamment aux consommations énergétiques. C'est vrai qu'un fabricant qui nous déclare une quantité d'électricité, nous on va pas sur le site pour aller vérifier le compteur. Par contre, il y a quand même des ordres de grandeur, des proportions. Donc je vous disais tout à l'heure, on fait une analyse de gravité. L'analyse de gravité, c'est justement là pour voir quels sont les facteurs les plus importants dans le total cycle de vie et que cela soit vérifié autant que possible. L'exemple le plus classique, c'est la distance du site de fabrication au chantier, mais il faut des justificatifs, il faut un relevé des livraisons sur l'année qu'on va pondérer en fonction du volume des ventes. En général, c'est le genre de choses qu'on demande. Sur les matières premières, c'est quand même des choses assez classiques. En général, le vérificateur est censé avoir une petite expertise sur le sujet. Il doit pouvoir le vérifier. Et puis après, surtout, le vérificateur connaît parfaitement la base de données. Donc, quand il connaît la nomenclature du produit ou la formulation d'un produit chimique, connaissant la base de données, il sait si la modélisation qui a été réalisée est en accord. Après, voilà, si dans une peinture on nous déclare 0,2 kg de dioxyde de titane au lieu des 0,3 qui sont réellement appelés, honnêtement on peut pas le vérifier. C'est sa responsabilité et c'est s'il a un contrôle par la DGCCRF qui va pouvoir le justifier. Et on a déjà eu le cas de contrôle par la répression des fraudes sur ce genre de choses. Donc voilà, après c'est la responsabilité de l'industriel que ce qu'il déclare est vérifiable. Ok, on a un complément de question sur les coûts. Donc, vous avez donné dans votre présentation le coût de rédaction d'une FDES. Et qu'en est-il des coûts de vérification ? Oui, alors les coûts que j'ai présentés, c'était les coûts de vérification inclus. On note ces derniers temps que les coûts de vérification sont extrêmement variables, essentiellement parce qu'en fait tous les vérificateurs sont complètement sous l'eau. Donc quand ils veulent pas prendre une étude, plutôt que de dire qu'ils veulent pas prendre une étude, ce qui leur fermerait la porte définitivement, ils préfèrent faire un prix un peu exorbitant. Je sais pas si c'est un bon calcul, mais le coût en tout cas était inclus et actuellement c'est environ 2 à 3 jours de travail pour une fiche, donc de l'ordre des 2 à 3 000 euros pour une vérification, pour une seule fiche. Mais avec un gain, comme pour la réalisation, on gagne vite 50 à 75% du coût initial dès qu'on en fait plusieurs d'un coup.
Alors, on a une réflexion générale et qui, du coup, va peut-être demander une réponse collective et collégiale. La réflexion, elle provient de Yannick Février de la CAPEB, qui, du coup, demande quelle peut être la valeur ajoutée en matière grise de l'artisan ou de l'entreprise qui réalise les travaux s'ils répondent à un appel d'offres pour un projet qui est déjà très défini, puisque matériaux et équipements doivent être définis dans les calculs, pour les calculs de conformité à la RE 2020, au moment du dépôt du PC. Donc, qu'est-ce que l'entreprise pourra proposer? Est-ce qu'elle pourra proposer des produits alternatifs? Est-ce qu'elle doit bien maîtriser les FDES, les PEP et la CV si nécessaire? Voilà, c'est un peu une réflexion globale sur la place de l'artisan finalement dans la RE 2020. Pour ma part, en tout cas, c'est vraiment la partie configurateur. Hein. Voilà, comme je vous disais, on a fait des petits configurateurs pour des artisans, voilà, que ce soit des briques ou de la terre crue. Quand on s'adresse à ce genre de confédération, en ce moment on travaille pour la CCTC. Bon, eux ils n'ont pas les moyens de se refaire une ACV à chaque fois, donc l'idée c'est de leur fournir ce qu'on peut appeler un configurateur, mais qui est ni plus ni moins qu'un fichier Excel où ils n'ont pas à payer en plus et qui est une simplification de notre ACV, quoi. Enfin, pour moi c'est ça l'une des réponses en tout cas. Pour compléter, merci Yannick pour ces remarques pertinentes sur les entreprises qu'on oublie souvent. Ouais. Puis on ne sait pas encore trop comment elles vont prendre tout ça. Y a les configurateurs et puis pour les filières qui sont plus sur des produits de seconde œuvre, en fait, ça arrivera de plus en plus que on va être prescriptif sûrement dans les marchés publics en mettant en équivalent CO2 qui peut être admis. Et donc, il ne faudra pas hésiter à prendre le réflexe pour les entreprises, les artisans, d'aller voir sur Ignies, même si ça ne va pas être forcément simple au départ, mais pour regarder si dans les produits qu'elles posent habituellement, ça constitue une alternative plausible. On a l'exemple du lycée de Nord-sur-Erdre, il me semble, où c'est l'entreprise qui a proposé au maître d'ouvrage un isolant qu'elle n'avait pas forcément prévu, en verre cellulaire, je crois, avec un taux de recyclage important et qui a été adopté sur le chantier, alors que c'était pas forcément prévu par le maître d'ouvrage. Donc, il y a toujours une marge de proposition de matière grise, comme tu dis, Yannick, qui est encore possible. Ouais. Mais ça veut bien. Si je me permets, pour compléter, lorsque les marchés le permettent, proposer en variante des matériaux issus du réemploi ou du recyclage, ça peut être aussi une bonne solution pour diminuer de manière significative l'impact carbone du projet. Et donc, il ne faut pas qu'elles hésitent à valoriser aussi ce type de démarche. Mais ça veut bien dire que les entreprises vont devoir, malgré tout, effectivement, comme supposé par Yannick, se familiariser au FDES, au PEP et aux objectifs globaux de la RE 2020. Oui, effectivement. Alors, une réflexion qui va peut-être sur laquelle on donnera des réponses plus tard, c'est un collègue qui demande, au fil des 3 webinaires, pourrions-nous voir concrètement l'impact réel d'un petit logement par rapport à une grande surface de logement? On peut se dire que ça nous donne des pistes pour vous proposer d'autres webinaires où on ferait des études de cas sur des modes constructifs similaires, mais à des tailles différentes. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt, merci au GAL Sud-Mayenne, c'est plutôt une option qu'on va prendre. Ah, excusez-moi. Voilà, pour nos prochains webinaires. Juste une question pour Romain. Est-ce que tu as une idée du prix au mètre carré pour le bâtiment Sowood? Il a été dit à Energy Meeting, il est à 2400 € du mètre carré, je crois, au final. Mais il faut aller dans le détail, donc je ne peux pas vous en dire plus. Merci. Je ne connais pas plus. Merci Romain. Les FDES peuvent évoluer pendant la conception et la construction. Sommes-nous obligés de mettre à jour le calcul au fur et à mesure ou pouvons-nous nous arrêter sur des valeurs à un instant T? Par exemple, au DCE. Oui, alors c'était une des réflexions des groupes de travail. D'ailleurs, c'était celui que j'animais sur la conception, la vérification et à quel moment s'arrêter. Alors, a priori, si la réglementation va vers une obligation, disons, de pouvoir mettre à disposition l'ACV
à l'ouverture du chantier, il sera normalement possible de garder les fiches qu'on avait à l'époque, parce que c'est vrai qu'il y a certaines fiches qui disparaissent de la base entre le début du chantier et la fin, donc on aura toujours le droit de se référer à celles qui existaient a priori au moment où on a fait la CV, disons, comme c'est proposé au DCE. Et puis, de toute façon, l'étude devra être mise à jour à la fin. Mais si ça passait plus les seuils, je suppose qu'on pourrait faire dire que les fiches existaient au DCE et qu'on pourra s'y référer aux fiches qui étaient prévues alors, parce que c'est des choses qui ne dépendent pas des personnes. Merci Louis. Une dernière question, et puis ensuite on passera au mot de conclusion. Comment répondre au paradoxe? Plus je décris précisément mon projet, plus mon impact carbone est important. Y a-t-il un seul plancher d'exhaustivité, de modélisation pour éviter de se retrouver avec des projets volontairement sous-décrits pour un poids carbone plus léger? Oui, je sais pas si c'est pas forcément une question très évidente à répondre. On va dire la mauvaise foi, ça peut toujours exister. La seule réponse qu'on peut apporter, c'est qu'il y aura des contrôles et des vérifications qui pourront être faites dans le cadre du contrôle des règles de construction et jusqu'à 6 ans, je crois, après l'achèvement des travaux. Voilà, après, on pense que les professionnels du bâtiment sont en train de se former et ils auront à cœur de faire les choses de manière convenable comme ils le font au quotidien par ailleurs. Donc, ouais, et puis pour compléter au niveau attestation finale, comme on avait en RT 2012, il y aura une attestation a priori qui faite par une personne qualifiée qui pourrait être, je ne sais pas, si bureau de contrôle architecte, une liste qui va être précisée très bientôt et il y aura une feuille de route pour la vérification de ces ACV et la validation de l'attestation finale à l'achèvement des travaux. Donc, ça en fera partie. Ouais. Alors, je dis que c'était la dernière question, et puis évidemment, il y en a plein qui arrivent. Donc, si vous pouvez répondre très, très rapidement, le contrôle de prise en compte de la RT 2012 en fin de chantier va certainement évoluer pour la RE 2020. Donc ça, c'est l'évolution aussi du contrôle réglementaire de la construction, du CRC. Oui, c'est ça. Il y aura une nouvelle feuille de route pour les vérifications, attestations, puis contrôle des règles. Ouais. Ok. Qu'en est-il de l'évolution de la loi MOP vis-à-vis de l'intégration de cette mission d'ACV devenue réglementaire pour la maître d'œuvre? Minimum 4 jours. Une réflexion sur l'évolution des pourcentages de rémunération est-elle envisagée? Alors ça, je ne sais pas. Pour l'instant, ça sera à prendre en compte effectivement par les maîtres d'ouvrage provisionnés, et à la fois le temps et le coût, mais on ne sait pas si la loi MOP va évoluer conjointement. Ouais. Et donc, dernier point, le contrôle de l'impact carbone fera-t-il partie des vérifications? Et si oui, quelle tendance? Je crois qu'on a répondu. Hein. On attend les textes sur les attestations et bon, de toute façon, on peut vous dire que ça en fera partie et puisqu'on demandera l'indicateur, tous les indicateurs réglementaires à l'attestation, à l'achèvement des travaux. Ça, c'est au moins une certitude. Merci beaucoup. On en a fini des questions-réponses. Et donc, je laisse la parole à Sylvie Levaux pour un mot de conclusion. Sylvie, à toi. Oui, merci de me donner la parole. Donc, je suis Sylvie Levaux, je suis en charge du domaine bâtiment au CEREMA Ouest, qui a co-organisé cette série de 3 webinaires avec l'Adréal Pays de la Loire et en partenariat avec Novabid. Alors, je souhaite tout d'abord remercier bien sûr l'ensemble des intervenants qui ont permis de rendre ces séquences interactives avec des retours d'expérience pour illustrer les thématiques que nous avions choisi d'approfondir avec l'Adréal, donc l'énergie, le confort d'été et la thématique du carbone traitée aujourd'hui. Merci beaucoup à Céline qui a coordonné et animé la série de webinaires, ainsi qu'à Louis, Didier et Frédéric, nos intervenants côté CEREMA. Alors, vous avez été plus de 100 à participer à ces séquences, et je crois qu'aujourd'hui aussi, on a dépassé la centaine
d'auditeurs. Donc, ça nous laisse penser que cette formule de webinaire plus court et plus détaillé a bien répondu aux attentes. Et donc, on est très preneur de vos remarques et de vos suggestions sur la forme de ces séquences. Au vu de cette expérience, alors vous nous avez donné des idées dont on tiendra compte, bien sûr. Et puis, on avait aussi dans l'idée de compléter sur certaines thématiques, par exemple, l'emploi des produits géosourcés ou biosourcés. Il y a eu plusieurs questions sur leur prise en compte. La question de la conception bioclimatique aussi a été largement discuté dans la session sur le confort d'été. Et puis, on proposait également de réfléchir à une séquence sur la chaleur renouvelable et sa prise en compte dans la RE 2020. Voilà, alors en conclusion, on peut dire que cette RE 2020, elle met le secteur du bâtiment sur de bons rails pour relever les défis qu'on connaît bien maintenant, la lutte contre l'effet de serre, l'adaptation au réchauffement climatique et la raréfaction des ressources, la pénurie, les pénuries sur les matériaux qu'on connaît actuellement nous rappellent l'importance de cet enjeu, bien sûr. On est dans un dispositif donc, qui va se compléter au fur et à mesure. Didier l'a indiqué, là, le texte concernant l'application de la RE 2020 aux bâtiments tertiaires et d'enseignement vient d'être mis en consultation publique depuis cette semaine. Donc, je vous invite aussi à le consulter et à contribuer, bien sûr. Et puis ensuite, une mise en place avec différentes étapes. Et donc, la période 2022-2024 sera vraisemblablement celle de l'appropriation de ces méthodes d'analyse de cycle de vie. Et les périodes suivantes seront plutôt consacrées à la généralisation des meilleures pratiques. Donc, on peut dire que c'est vraiment l'expérimentation qui va primer, et c'est la multiplication des retours d'expérience qui va permettre l'émergence et l'appropriation des nouveaux standards de la construction. Alors, je vous indique également qu'un label est en cours d'élaboration sous le pilotage du plan bâtiment durable, qui permettra de valoriser les projets qui vont au-delà des exigences prévues et qui permettra aussi d'explorer les analyses à des échelles plus larges pour prendre en compte notamment le bâtiment dans son environnement. Donc là aussi, sujet à suivre. Ce caractère progressif des objectifs qui sont fixés en plusieurs étapes, on l'a vu, 2024-2028, il nous semble qu'il ne doit pas retarder, bien sûr, l'investissement à produire par les professionnels, et il me semble qu'on peut partager l'idée qu'il est essentiel de s'y préparer dès maintenant. Les filières industrielles doivent se mobiliser aussi pour améliorer le bilan carbone sur le cycle de vie des produits et des équipements, en intégrant davantage de matériaux issus du recyclage et du réemploi. Et là aussi, les exigences vont augmenter. Et puis l'enjeu majeur, bien sûr, c'est de sortir des énergies fossiles, d'aller vers la décarbonation, en agissant sur la diminution des énergies non renouvelables et également sur la sobriété, parce qu'on sait très bien que c'est un levier incontournable sans lequel on ne pourra pas atteindre les objectifs. Et puis je terminerai par un petit mot sur l'urgence climatique qu'on ressent d'ores et déjà concrètement. Cette année, il y a eu des records de chaleur battus dans le monde. Et puis, on a choisi, là, Didier a mis en arrière-plan, vous avez des photos de la mer de glace là, entre 1900 et 2015 qui illustrent très concrètement ce qui est en train de se passer et que maintenant on vit au quotidien. Voilà, alors merci encore à tous et du coup je vous indique que le CEREMA est mobilisé aux côtés des acteurs du territoire sur la thématique de la RE 2020, mais aussi sur d'autres sujets qui sont tout à fait connexes. La prise en compte des îlots de chaleur urbains,
la question de la mesure de la performance des bâtiments, parce que augmenter les exigences, c'est bien, il faut pouvoir objectiver ces questions-là. Le développement de la chaleur et du froid renouvelable, et puis plus largement l'accompagnement de la transition énergétique dans les territoires. Voilà, écoutez, j'espère vous retrouver bientôt dans un format similaire. Merci à tous. Merci beaucoup Sylvie. Et puis il est 10h15 et on finit juste comme il se doit à l'heure dite. Donc merci encore à tous les intervenants, Didier, Romain et Thomas pour leur présentation. Et puis vous recevrez comme chaque semaine le lien vers les supports et la réécoute. Didier, il faut que tu m'envoies ton support dès que ce sera en ligne. Et puis, n'hésitez pas par retour de courrier à nous envoyer aussi vos suggestions sur vos attentes, vos besoins, donc pour que nous puissions organiser d'autres sessions de ce type d'ici la fin de l'année ou en 2022. Voilà, merci beaucoup et puis bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.